Question de preuve, épisode 4, la preuve technologique. Je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années. Fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge les balados, dont Question de preuve, un podcast d'actualité juridique. Dans cet épisode, nous accueillons l'auteur du livre La preuve technologique, deuxième édition, Vincent Gautret. Vincent Gautret est professeur titulaire et directeur du CRDP de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il est aussi titulaire de la chaire L.R. Wilson en droit du commerce électronique. Expert des droits des technologies de l'information et de la communication, du droit des affaires, du commerce électronique, de la cyberconsommation, de la vie privée et Internet, de la sécurité informatique, des règlements de différends en ligne et de la propriété intellectuelle et Internet. Vincent Gautret et moi allons discuter de son parcours, de ses positions actuelles, de la nécessité pour le livre La preuve technologique et sa deuxième édition, de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, du concept document de cette loi, de l'authenticité, de l'intégrité et de la présomption d'intégrité des documents au sens de la loi, du concept de l'intelligibilité au sens de la loi encore une fois, de la signature, de témoignages, des témoins, de la nécessité d'avoir des témoignages et du futur, à savoir si la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information est future-proof. Alors sans plus tarder, j'accueille Vincent Gautret. Bonjour Vincent. Bonjour Hugo. Ça va bien? Merci d'être avec nous aujourd'hui pour discuter de ton dernier bouquin, la deuxième édition de La preuve technologique. Et avant de commencer, j'aimerais ça que pour peut-être te présenter mieux au niveau des auditeurs, quel est ton parcours? D'où ça vient tout ça, d'où tu viens toi-même. Donc, on peut peut-être recommencer assez loin, puis pour montrer ton parcours, même qu'est-ce qui t'a mené vers le droit et vers les technologies. Vers le droit, c'est par hasard, parce que je n'étais pas bon en maths, et puis parce que le droit mène à tout. Donc, j'ai vraiment commencé ça par hasard. Le Québec, c'est presque par hasard. En fait, je suis arrivé il y a presque 28 ans pour un an. Et puis, comme je dis souvent, une job, une femme et 3 enfants plus tard, ben, je suis resté là avec beaucoup de bonheur. Et les technologies, je pense que je le dois là aussi pas mal au hasard. Je suis arrivé donc en 91 au Québec. Je voulais faire une maîtrise où je voulais faire quelque chose en droit commercial. J'avais fait une recherche assez longue pour travailler dans le domaine de l'art, de la vente d'œuvres d'art. Et mon directeur de l'époque, Guy Lefebvre, qui est vice-recteur maintenant à la francophonie à l'Université de Montréal, m'avait dit « Ah, moi, je dois avoir une petite subvention pour travailler à l'époque sur les contrats par fax. » Et j'ai dit, quelle bonne idée. Et j'ai fait ma maîtrise sur les contrats par fax. Et au cours de mon mémoire, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de sujet, que le numérique, déjà en 91, pointait, au tout début. Je peux pas dire comme un de mes collègues informaticiens en 91 qui connaissait tous les sites web du monde, mais Internet, moi, c'est 93. Donc, c'est juste un petit peu après, au début de mon doc, que tout ça est arrivé. Alors voilà. Donc, c'est pas mal de hasard dans tout ça. T'as fait ton droit à l'Université de Montréal aussi? J'ai fait mon droit à l'Université de Montréal. Je venais de France, donc, où j'ai fait ma maîtrise à Rennes, à l'Université de Rennes, en Bretagne. Et tout mon parcours, effectivement, je l'ai fait bac, maîtrise et doc, je l'ai fait à l'Université de Montréal. Et le barreau après. Je pense qu'il y a beaucoup d'avocats qui... Moi, je me souviens à l'Université d'Ottawa, le premier cours où on nous demande pourquoi on veut devenir avocat ou pourquoi on est en droit. Et là, il y a plein de gens qui se lèvent, puis là, ça nous parle de l'ONU, des droits des personnes défavorisées et des choses comme ça. Et moi, je pense que j'étais un des derniers à répondre à la question, puis j'ai dit, j'ai coulé mes maths 203. Donc, il fallait trouver d'autres choses à faire. Donc, je pense que c'est beaucoup du hasard, en effet. Au niveau de l'Internet, on se souviendra aussi des débuts de l'Internet. Tu dis, je pense que je connaissais quelqu'un qui connaissait tous les sites web, mais on se souviendra de Yahoo ou Lycos ou c'était tous des sites où Internet était indexé à la main. Donc, il y a des gens qui cherchaient les sites web, là, quand même. On vient quand même de loin. Et il y avait Alta Vista, Webcrawler, Gopher, si on va encore plus loin. J'ai vraiment été témoin de tout ça. Moi, je me souviens en 93, je pense que c'est la première fois que je suis vraiment allé sur Internet en tant que tel. Et sentir déjà, de manière très, très intuitive, là, sentir quelque chose de complètement nouveau arriver.
Et donc ça, c'est 93. Et 96, là, pour moi, la date, c'est autour du 8-9 février, quand le gouvernement américain décide qu'on peut avoir maintenant des sites web commerciaux, même s'il y en avait déjà. Et là, c'était la folie la fin des années 90. Même chose pour moi. La première fois que j'ai vu un site web, ça m'a rendu complètement cinglé. Mon père, qui travaillait au ministère de la Justice provinciale, était directeur des services informatiques, et on lui avait donné un modem, un 1200 beau, alors que tout le monde avait des 300 à la maison. Moi, j'ai dit, OK, j'ai le NEC Plus Ultra, j'aurais plus jamais besoin de rien, et je peux aller dans tous les sites web que je peux. Et ensuite de ça, mon père levait le téléphone, puis on perdait la connexion. Ça ressemble un peu à ça. Mais en effet, je pense que des gens comme toi et moi, souvent, la technologie a pris le dessus sur... Ouais, alors, moi, je pense dans Internet, ce avec le quoi je suis le plus à l'aise, c'est peut-être moins la technologie et plus l'outil de communication. C'est un outil de communication absolument génial, dont les podcasts qui passent par Internet. Et moi, je suis pas un si tech-savvy que ça. J'aime assez ça, mais c'est surtout l'outil comme moyen de communication absolument génial, où maintenant, en fait, on peut s'auto-produire, en fait. Oui, tout à fait. Comme prof de droit, je m'auto-produis, je participe à ma communication, et en l'occurrence, je participe à la communication d'autres profs aussi en créant des sites web, mais ça, je trouve ça absolument génial, vraiment fascinant. Mais c'est le fun de voir que tu es encore dans le domaine après avoir fait une maîtrise en contrat par télécopieur, quand même. Ouais, et puis une thèse sur les contrats EDI, Electronic Data Interchange, que j'ai migré ensuite sur les contrats numériques. Et j'étais tout seul. Là. J'étais tout seul à faire une thèse sur ce sujet-là, où tout le monde disait ouais, c'est peut-être un jour ce sera bien, mais c'était encore au départ là. Tu sais qu'il y a des jeunes avocats totalement futuristes. Il y a des jeunes avocats qui, si tu demandes d'envoyer quelque chose par télécopieur, sans aucune espèce d'idée comment juste faire. Puis c'est normal. C'est normal. C'était une technologie du XXe siècle. Hein. C'est plus à l'ordre du jour. Là. Et là, tu nous disais que tu participes à la communication, de ta propre communication en tant que prof. Donc, qu'est-ce que tu fais présentement? Tes postes, tes positions actuelles, là, on a ton CV qui a environ 40 pages. On fera pas le tour au complet. Mais qu'est-ce que tu fais day-to-day? Alors, je suis prof de droit à l'Université de Montréal. Je suis directeur du Centre de recherche en droit public, le CRDP. En fait, je préfère l'appeler CRDP que avec le nom au long, parce que je suis plus un privatiste qu'un publiciste, mais peu importe. CRDP, c'est le plus vieux et le plus gros centre en droit au Canada, qui a été créé en 1962 et qui actuellement travaille dans des domaines comme les nouveaux rapports sociaux, beaucoup sur l'accès à la justice, par exemple, sur le domaine de la santé et aussi beaucoup sur le droit des technologies. Il y a plusieurs profs qui sont associés au domaine des technologies, Carmine Clef, Nicolas Vermès, et j'en oublie d'autres. Il y a le laboratoire de cyberjustice notamment. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur justement comment le numérique est en train de changer nos rapports au droit et nos rapports sociaux en général d'ailleurs. Ben, tout à fait. D'ailleurs, ton livre est clairement un témoin ou le témoin de ce qui s'en vient et ce qui se fait et où la preuve technologique est présentement. Et à titre d'auteur, on va parler de ton livre dans quelques minutes, mais à titre d'auteur, tu publies textes, conférences, ça fait partie aussi de ton quotidien? Conférences, je dirais en une vingtaine, 25-30 par année à peu près, sur des sujets tous à peu près en lien avec principalement le numérique, un petit peu la théorie du droit, mais c'est surtout relié en fait à la théorie du droit, comment la théorie du droit est changée par le numérique. Donc oui, mon day-to-day, c'est beaucoup de conférences, pas tant de cours que ça, beaucoup d'administration, beaucoup de demandes de subventions, beaucoup de recherche de financement, par des dons. Beaucoup de cocktails. Pas mal de cocktails, durant la semaine, oui, effectivement. Oui. La preuve technologique, 2e édition, c'était une nécessité pour toi? C'était une nécessité pour 3 raisons. La première édition était fin 2013, donc 5 ans. 5 ans dans le domaine du numérique, c'est quand même pas mal parce qu'on avait eu, je dirais, 200 nouvelles décisions. Alors plus ou moins directement en lien avec la loi CAN dont on va reparler, mais il y avait quand même pas mal de nouveaux stocks. Donc ça, c'est d'une part pour se mettre à jour avec
avec la jurisprudence. Surtout, c'est que en 2016, vous le savez tous, on a un nouveau code de procédure civile. Et puis le droit de la preuve est très très relié à la procédure, et donc il a fallu mettre à jour avec les nouvelles dispositions qui ont intégré quand même certains nouveaux aspects. On a un article dans le code de procédure qui vise à privilégier l'usage par les tribunaux et technologies, avec pour l'instant donc une main tendue aux tribunaux qui n'a pas encore totalement été prise par eux, mais c'est une question de temps à mon avis. Tu nous dis d'ailleurs à l'introduction qu'on constate pour le moment une difficulté propre à interpréter le droit des technologies. La jurisprudence spécifique à la loi, là, on en parlera tout à l'heure, est malheureusement pour le moment davantage un moyen d'identifier les difficultés que de les résoudre. Ouais. Et cette phrase que j'avais écrite en 2013, elle est encore vraie à part une décision qui est sortie en avril 2018, Benisti contre Cloda de la Cour d'appel du Québec. Ouais. Tu as déjà fait une conférence, t'as d'ailleurs fait une conférence spécifiquement sur ça. C'est mon arrêt phare et pour la petite histoire, je me suis permis d'envoyer une version de mon livre au juge qui a présidé cette décision. Et puis, on peut discuter de certains aspects de cet aspect-là qui peuvent être contestables, mais c'est une excellente décision. C'est la première fois que des juges, je dirais, les juges, c'est des spécialistes de rien, comme disait Jean Pinault. C'est des généralistes. C'est pas des spécialistes des technos, mais c'est la première fois que des généralistes de haut niveau comprennent ce que la loi veut dire. Ce qui est pas rien. Et d'ailleurs, mon livre est à jour au 1er février 2018, sauf, et j'ai demandé à mon éditeur, non, il faut que j'écrive, j'ai rajouté 5-6 pages, il faut que j'écrive, il faut que je cite cette décision-là, parce qu'elle est trop importante. Donc c'est 1er février, sauf cette décision du 17 avril 2018. Dans tous les post-it jaunes que j'ai une étoile. Et c'est les pages où tu parles de cette décision-là. Décision qui, d'ailleurs, pendant une 50aine de pages, pratiquement, on interprète et on revoit ça. On va y revenir peut-être un petit peu plus tard dans la conversation. Mais si on Hugo, il y a juste un troisième point pour répondre à ta question. Donc, mettre à jour la jurisprudence, se coller au nouveau code de procédure civile. Et le troisième élément, je vais en parler parce que c'est hyper important, c'est qu'on a rajouté, pas énormément, mais une dizaine de pages sur les normes techniques. Parce que de plus en plus souvent, quand on veut faire la preuve d'un courriel, quand on veut faire la preuve d'une capture d'écran ou en fait, de manière plus courante, d'une liasse de 300 courriels reliés à une affaire, souvent, il faut être capable de montrer comment ça a été archivé, ces données-là. Ouais. Et un des moyens, c'est d'utiliser des normes de type ISO 27001, 27002, qui établissent des normes de sécurité pour archiver des données. Et puis ça, c'est quelque chose de très nouveau pour nos juristes. On a, nous, jamais appris dans des facs de droit à lire une norme technique. Et même encore, ça se fait pas beaucoup. Moi, je le fais dans mes cours. J'oblige mes étudiants à lire 27001, à lire 15489 et d'autres. Parce que, comme avocate, il faut qu'on ait connaissance de ces textes-là pour donner un peu de la force aux documents qu'on va mettre en preuve. Donc ça, c'est un autre aspect sur lequel j'ai un peu travaillé dans cette version 2, c'est de densifier le lien avec les normes techniques. Oui, ça aussi, je vais vouloir en parler puisque ça a un peu tout rapport avec la présomption et comment c'est contesté, parce que c'est bien beau de dire on prend une liasse de courriels, on les imprime, mais là, donc, du courriel à l'impression, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a toutes les étapes qu'il faut remplir. Et évidemment, moi, comme praticien, je me dis souvent, comme ça fait aucun sens, on augmente tellement la charge de travail, évidemment, le coût d'un procès en faisant ça. Et de l'autre côté, on a une genre de présomption qui dit, finalement, juste le fait de la déposer, on le présume, mais on présume que l'intégrité, elle est correcte. On y reviendra un peu plus tard. Mais justement, je pense que le premier sujet que je voulais parler, puis c'est dans l'ordre de ton livre, c'est le papier. Mm-hmm. Le papier, ça a déjà été une technologie, le papier, ou l'impression, ça a déjà été une technologie. Là, on passe du papier à la technologie. Comment on fait ce passage-là?
Alors, je parle de numérique parce que c'est le terme que tout le monde utilise. Et dans mon livre, je parle de technologique parce que c'est le terme que la loi utilise. La loi s'intitule « La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information ». Et donc, technologique réfère dans la loi à technologie de l'information. Ce qui est la seule loi au monde qui utilise ce terme-là. Dans toutes les autres lois du monde ou les documents internationaux de la CNUTSI, on parle de documents électroniques, qui est une technologie en particulier. Mais on sait ce que c'est, technologie. Enfin, dans la tête des gens, la numérique, on sait ce que c'est, électronique, on sait ce que c'est. Et dans la loi, j'ai évidemment pas participé à la rédaction, mais le législateur a utilisé le terme de technologie d'information, qui est, en fait, pour simplifier, tout ce qui n'est pas papier. Alors c'est un peu mêlant parce que dans la loi, dans le titre même de la loi, on parle de numérique, de technologie d'information, mais il y a certains articles de la loi, certaines dispositions de la loi qui s'appliquent aussi au papier. Genre le document. Le document réfère à tous les documents, qu'ils soient physiques, et on évoque d'ailleurs la technologie analogique, on ne parle pas de technologie, mais on parle des documents analogiques, qui sont les documents physiques, et principalement papier, parce que les écrits sous seing privé sur des supports de pierre, il n'y en a plus beaucoup. Donc c'est d'un côté les documents physiques et d'autre côté les documents numériques. Donc pour garder simple, même si c'est un peu l'idée derrière la loi, c'est qu'il y a le numérique d'un côté, qui s'appelle dans la loi technologique, et on a le physique, l'analogique, le papier de l'autre. Ça nous amène à parler du document. Ouais. Donc on a une nouvelle... Ben, je pense pas que c'est une nouvelle définition. Dans ton livre, on dirait il n'y a rien de nouveau dans le terme document. Je pense que même tu fais référence à des définitions en France et tout ça. Donc, le document, ça veut aussi dire un élément immatériel technologique. Du son, de l'image, oui. C'est aussi un document. Et ce n'est pas le support physique. Donc, c'est-à-dire, on met un film sur une clé USB. Le document, c'est pas la clé USB. Un document, article 3, écoutez, c'est terrible, c'est la loi que je connais le mieux au monde. Là, je pense qu'il n'y a pas eu une semaine depuis 5 ans où je n'ai pas eu l'occasion de la lire, mais l'article 3 dit qu'un document, c'est une information portée sur un support. Donc il y a 2 composantes indispensables pour tous les documents, physiques ou numériques. Il faut un support qui porte une information. Donc effectivement, il faut une clé USB, il faut un ordinateur, il faut un serveur cloud, il faut une feuille papier. Pour avoir notre support. Pour avoir le support sur lequel il y a de l'information. L'information va être écrite à la main sur du papier et elle va être une succession de caractères, de codes qui peuvent être effectivement du son ou de l'image. Dans le cadre de la loi québécoise. Et est-ce qu'on fait le lien document avec 26 du Code de procédure civile où on parle d'environnement technologique? Ou j'ai pas de lien à faire? J'en ferai pas, justement. En fait... Est-ce que le Code de procédure... Je m'excuse de t'interrompre, mais est-ce que le Code de procédure civile fait exprès de plus parler de documents? La notion d'environnement, effectivement, est une notion qu'on ne trouve pas dans la loi cadre, dans la loi concernant le cadre juridique des technologies d'information, que j'appelle loi cadre ou LCJTI. C'est un néologisme qui a été créé, qui je trouve très heureux. Oui, parce qu'en fait, effectivement, pour tout document numérique, on a le document en tant que tel, qui va correspondre en fait au PDF, et plus généralement, ce PDF, ce .doc, .docx, etc., et il n'est pas dans les limbes, là, il est forcément dans un environnement qui est une notion plus large que celle du document. Dans 26 du NCPC, à mon avis, ça réfère en fait à l'environnement du tribunal. Parce qu'effectivement, vous avez certaines cours qui ont déjà une infrastructure, un environnement technologique qui est tout à fait adapté pour recevoir des documents numériques, pour qu'un avocat, une avocate arrive avec une clé USB en disant Monsieur le juge, j'ai tel document à soumettre à la cour, et qui arrive avec une clé USB. C'est possible dans certains cas, mais vous avez pas mal d'autres
pas mal d'autres tribunaux où c'est impossible de le faire. Moi, tu dis d'ailleurs dans ton livre que Montréal est un peu plus équipé, semblerait un peu plus équipé que les autres districts. Et on attend des nouvelles qui avaient été annoncées par les libéraux avant de se faire mettre à la porte, où il y avait eu des investissements majeurs du ministère de la Justice pour développer justement cette capacité des tribunaux à recevoir des documents numériques, ce qui est actuellement pas le cas. Il semblerait qu'il y ait possiblement des annonces qui se fassent bientôt dans le prochain budget. Donc il y a une certaine continuité dans ce qui avait été fait. Et là, on parle de dépôt technologique. Oui, mais on parle du dépôt, on parle effectivement de la capacité de déposer soit lors de l'audience, soit préalablement à l'audience, des documents directement au juge. Et évidemment, quand on parle de dépôt technologique, je peux pas m'empêcher de souligner que tu nommes toutes les provinces, sauf le Québec. Oui, actuellement, à part quelques cours très, très particulières, mais effectivement, il n'y a pas de... Moi, je pense que le tribunal administratif du Québec il y a certains TAC, qui, je ne me souviens plus lequel, là, mais qui autorisent effectivement le dépôt pour faciliter la donne, mais pour Cour du Québec, Cour supérieure et autres, c'est pour l'instant très, 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 très limité. On a notre document. Et tout à l'heure, tu as parlé de PDF, puis je voudrais essayer de me sortir le plus possible de l'image que les avocats ont qu'un document, c'est du papier. Un PDF, dans notre tête, c'est encore quelque chose qu'on peut imprimer, puis c'est comme ça, c'est toujours comme ça que c'est déposé à la cour. Hein? Donc, un courriel, on va prendre une capture d'écran, on va déposer le courriel papier. Donc, on a le document qui n'est pas nécessairement le papier ou l'impression qu'on a. Et ensuite de ça, là, il faut essayer de démontrer à la cour que ce document-là est authentique et qu'il est intègre. Ouais. Dans le livre, Vincent Gautret, tu fais la mise en garde qu'il y a une distinction à faire qui semble, quand on fait juste parler des mots, le mot authentique et intègre semble être un peu la même chose et en même temps, on peut sentir qu'il y a une différence. La loi en fait une différence. Est-ce que tu peux, pour les praticiens, comment on fait pour s'assurer de l'authenticité et de l'intégrité? Oui, c'est que en matière de preuve, il y a une distinction là, que je fais toujours à mes étudiants là, et qui existe depuis tout le temps. En droit romain, c'est déjà le cas. Il y a 2 étapes successives. La première, c'est les règles d'admissibilité en preuve. Il faut déterminer ce document que je veux prouver, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un écrit? Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que c'est un élément matériel? Première étape. Et la deuxième, est-ce que ce document-là, est-ce qu'il a une force probante? Et là, cette question de distinction entre intégrité et authenticité, c'est une question de force probante. Quelle est la qualité en termes de preuve? Est-ce que ce document, il n'a pas été, en bon québécois, forgé? Est-ce qu'il est bien réel? Est-ce qu'il a été altéré? Et la loi cadre utilise le terme d'intégrité qui n'existait quasiment pas dans la jurisprudence avant 2001. On parlait toujours d'authenticité. Et je pense qu'il y a moyen, en fait, de concilier ces 2 éléments. C'est que l'intégrité est liée à l'information. C'est-à-dire, je m'assure que le document n'a pas été altéré. C'est d'ailleurs presque la définition un peu circulaire, là, qui dit que l'intégrité, c'est un document qui n'a pas été altéré. Donc, c'est lié à l'information. Et il y a un deuxième aspect dans tous les documents, ou dans presque tous les documents, c'est qu'il y a pour chaque document, il y a un auteur, il y a une personne morale ou physique, mais il y a toujours une personne derrière un document. Et donc, l'authenticité est liée à l'auteur qui est derrière le document. Mais l'authenticité, c'est intégrité plus lien avec l'auteur. Donc, l'intégrité, qui est le terme utilisé dans la loi, c'est s'assurer que le document n'a pas été altéré. Et l'authenticité, on la trouve dans les règles du... C'est-à-dire, quand on parle du témoignage, on parle du témoignage de l'auteur. Quand on parle de l'écrit sous seing privé, on parle de la signature de l'auteur. Et on a les actes authentiques aussi. Quand on parle des actes notariés, il y a notamment l'officier public, le notaire, qui va intervenir là-dessus. Donc, dans tous les écrits, même l'écrit fait dans le cadre des activités d'entreprise, 2831, il y a un auteur, personne morale, entreprise. Donc, la loi n'a pas voulu parler d'authenticité, c'est uniquement cantonné à la notion d'intégrité, mais en fait, elle ne remet pas en cause ces 2 composantes qui s'apparentent en fait dans la notion d'authenticité. Je crois qu'il y a une certaine continuité, malgré ce qu'ont pu dire certains auteurs, comme Léo Ducharme, par exemple, qui est celui qui déteste le plus la loi, même s'il y en a beaucoup qui la détestent, c'est vrai. Est-ce que je me trompe
si on parle d'intégrité et d'authenticité, ou plutôt plus de l'intégrité, qu'on a aussi le concept d'équivalence fonctionnelle qui s'intègre dans tout ça. Donc, si je comprends bien, l'équivalence fonctionnelle, ça serait lorsque le document aurait été transféré sur un autre support. Ouais. Ce que je me trompe, si on peut dire, donc on a un fichier PDF, lorsqu'il est imprimé, j'ai une équivalence fonctionnelle. Il faut s'assurer en fait que ça, c'est justement plus la première étape d'admissibilité en preuve. On essaye de voir ce PDF, comment veut-on le prouver? On veut le prouver comme un écrit sous seing privé, par exemple, un contrat ou un testament. Est-ce que ce document numérisé va remplir les mêmes fonctions qu'il avait sur le support papier? Donc, il faut vérifier que les fonctions initiales du document, et notamment en termes de preuves, justement, sont satisfaites. Donc ça, c'est une notion qui avait été inventée dans les années 80, en fait, fin des années 80, par la CNUTSI, notamment, la Commission des Nations Unies au développement du commerce électronique. On dit, on va essayer de faire ce passage entre l'écrit et le numérique, en s'assurant que les fonctions d'un document donné, dans une situation donnée, soient respectées. Je vous donne un exemple, la signature. La notion de signature, on a un article dans le Code civil, 28-27, qui dit la fonction de signature, c'est faire un lien avec l'auteur et trouver un moyen qui manifeste son consentement. Et si on remplit ces fonctions-là, on a une signature. Donc on peut très bien avoir un PDF avec une signature qui est apposée avec la fonction d'Adobe, qui intègre une image. Dans certaines circonstances, ça peut très bien satisfaire la fonction de la signature. Oh, tout à fait. Moi, je pense même un document numérisé qui porte une signature qui a été déposée. Je pense que ça peut dans plusieurs situations. Bien sûr. Surtout que les signatures, là, il y a plein de circonstances là, où on ne vérifie pas. Là. Faites un chèque. Là. Moi, je l'ai fait pour vous. Là. Je dis à mes étudiants, j'ai signé un chèque de $40 où j'ai signé Mickey Mouse. Là. Il passe le chèque. Parce que la banque ne va vérifier. Parce que j'ai déposé un exemple de ma signature à la banque. Ils ont déjà une version numérique de ma signature, mais ils ne vont pas le vérifier pour un chèque de 40$. Là. Et ils vont le vérifier si je suis un chèque de 20 000, mais pas pour un faible montant. C'est une question de gestion de risque. Donc cette signature, il ne faut pas non plus l'idéaliser en termes de s'assurer qu'elle respecte, pour être sûr que c'est l'identité de la personne. Là, c'est pas... c'est très... ou comme l'étiquette de vitesse, là, il y a eu des choses, je pense, là-dessus. Là. Dire que les policiers, le taux était grise ou charcoal sur le ticket, ça change pas grand-chose sur le fond. On reconnaît l'authenticité. Ça va. Et là, on dit l'intégrité, c'est savoir que le document n'a pas été forgé. Le problème avec l'intégrité, ou problème ou non, c'est le cycle de vie. Donc, dans l'intégrité, il y a tellement d'éléments au cycle de vie, et là, on va parler de l'article 6, que on pourrait perdre l'intégrité à n'importe quelle de ces étapes-là. On a, tu dénotes 7 étapes, Vincent Gautret, au cycle de vie. L'article 6.2 de la loi, intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie depuis sa création, en passant par son transfert, deuxième élément, sa consultation, sa transmission, jusqu'à sa conservation, y compris son archivage ou sa destruction. Ouais. Donc, toutes des étapes où on peut perdre l'intégrité d'un document. Et là, encore une fois, on ne parle pas d'une impression sur un morceau de papier. Là, on parle, disons, d'une vidéo, on s'entend, ou d'une image, ou des choses comme ça, qui peuvent avoir été modifiées dans le cours du cycle de vie. Qu'est-ce qui est important pour un avocat qui pratique pour essayer de démontrer le cycle de vie d'un document qui pourrait être contesté? Je vais répondre à la question, mais juste avant, Hugo. Vas-y. Je pense que tu mets le doigt sur un point très important. Il y a une faiblesse inhérente en termes de preuves liées aux documents numériques. Et puis, je suis pas en train de... Il faut pas revenir en arrière. Là. Moi, j'adore les technologies. Puis, on n'a plus le choix parce qu'il y a évidemment énormément d'avantages aussi. Mais il faut quand même ne pas se cacher les yeux. Il y a une certaine faiblesse inhérente au numérique. C'est les risques en termes d'intégrité et notamment du fait des différentes étapes. Si on fait un contrat tous les deux, si on le fait sur un contrat papier,
Ben, le contrat papier, on le signe tous les deux, et puis si tu es insécure, tu le mets dans un coffre-fort, et puis le processus, le cycle de vie, il y en a un, mais il est très simple. Alors que si on veut le faire, cet acte, de manière numérique, on va dire qu'il y a une durée dans le temps assez longue, ben, possiblement que tu vas faire changer ton PDF de différents ordinateurs, donc tu vas le changer d'un espace. Éventuellement, tu vas dire PDF, moi j'utilise plus ça, je vais le passer sur un autre, en utilisant un autre format, donc tu vas transférer sur un autre support. Il y a des risques d'interférences en fait, qui sont en fait liés au numérique numérique. Il y a une faiblesse inhérente au numérique en termes de preuves. Donc c'est pour ça que l'article 6 a évoqué ces 6 ou 7 étapes successives sur lesquelles, effectivement, l'intégrité doit être assurée. Alors ça peut paraître très complexe. Hein. Quand on ne bouge pas le document, ben, il y aura pas forcément ces 7 étapes-là. On n'est pas obligé de transférer sur un autre format. Mais ça peut arriver dans le numérique du fait de cette faiblesse inhérente au numérique. Je vais te donner un exemple, parce que c'est un exemple que je donne systématiquement. Vas-y. Un juge dont je tairai le nom, Régie du logement. Régie du logement, là, c'est les audiences, là, ça dure, c'est très rapide. Une partie, je ne sais plus si c'est le bailleur ou le locataire, n'est pas content et donne à la juge une copie d'une loi sur Calny, d'un règlement très précis. Et regardez, le droit me donne raison, et la personne donne un print, une impression du règlement qu'il avait pris sur Calny. La juge, je trahis son sexe, est obligée de travailler à la maison, elle a un enfant malade, elle travaille à la maison, va voir le règlement. La personne avait été rentrée dans le code source du document HTML, avait changé l'article qui ne l'arrangeait pas pour un article qui l'arrange davantage, elle n'avait pas changé sur le serveur de Calny, évidemment, mais avait imprimé le document, et le document avait l'apparence, mais parfaite d'un document tout à fait authentique. Sauf qu'il y avait eu un transfert d'une version, en l'occurrence du numérique, vers le papier. Et elle m'a dit, c'est pas un concours de circonstances, mon enfant malade, je suis allé sur la vraie loi. Et alors, là, on s'entend, on est dans l'hypothèse d'outrage du tribunal, mais je dirais, l'occasion crée le larron. Le numérique fait que mes enfants, qui sont des ados, là, sont capables de forger, de falsifier des documents avec une apparence totale Et il y en a plein. On a plein d'hypothèses dans les jurisprudences où on a des documents numériques qui ont été fabriqués. Ou qui ont été... Il y a un cas à la Cour du Québec assez drôle aussi, une personne réclame aux assurances, donne des photos en preuve, des photos numériques en preuve des documents, enfin des objets qui lui ont été volés, et l'assureur lui dit, il y a un petit problème, la date derrière la photo est postérieure à la déclaration de ton vol. Donc, tu prétends être fait voler le 28 février, mais ta photo a été prise le 1er mars. Ça, c'est un rookie mistake. Voilà. Donc, on a une faiblesse inhérente qui fait qu'effectivement, durant tout le cycle de vie, il faut être en mesure de prouver le document. Alors, je vais te rassurer parce que tu me disais, moi, je te réfère à des normes et tout ça, dans 99,99% des cas, les preuves ne sont pas contestées. Donc, la seule version imprimée du document peut suffire. Mais quand une partie, et je crois qu'il y a beaucoup plus de cas qu'autrefois, parce que c'est beaucoup plus facile de falsifier les documents, quand l'autre partie dit « Non, moi j'ai jamais écrit ce courriel », je peux t'en donner des jurisprudences. Des gens disent « Je n'ai jamais écrit ce courriel ». Et bien là, il faut être capable de s'armer. Le seul imprimé n'est, à mon avis, pas une preuve pour prouver l'authenticité du document, intégrité plus lien avec l'auteur. Parce que c'est trop facile de falsifier un courriel et de l'imprimer. Je suis capable, moi qui ne suis pas un technologue très avancé, d'envoyer un courriel au nom d'Hugo Martin où j'insulte une centaine de personnes. Facile pour moi là, de changer les adresses et de donner l'apparence que mon courriel vient d'Hugo Martin. D'ailleurs, puis je pense que c'était très juste de ta part de le souligner, si les gens qui connaissent un petit peu la technologie disent « Ah, mais on est correct, on a les métadonnées », je pense que tu fais très bien de le souligner. Les métadonnées, ça ne sera pas... on ne sait pas ce qui va être dans le futur. C'est pas infaillible, une métadonnée. C'est sûr que ça donne des bons indices. Tu le soulignes dans le livre. Ça donne des bons indices. Donc, on peut retracer le cours d'un courriel. On peut retracer le cours d'un document ou quoi que ce soit. Mais tout se
modifié un peu parce que c'est du code informatique. Benici contre Cloda le dit clairement. Oui, tout à fait. Alors peut-être avec un peu trop de facilité, ils ont peut-être trop confiance vis-à-vis de métadonnées, mais c'est très fort ce passage-là. Puis j'étais très honoré qu'il me cite la première version du livre, d'ailleurs, un petit peu dans cette édition-là, où ils mettent le doigt précisément sur l'importance que les métadonnées, mais la documentation en général peut avoir pour étayer sa preuve. Arriver avec un courriel, si vous voulez prouver un courriel, simplement le print. Si c'est pas contesté, comme dans l'immense majorité des cas, tout va bien, mais dès qu'une personne le conteste, avec votre version imprimée, là, vous êtes pas bien grillé, là, en bon québécois. Là, tu dis citer ton livre, mais il y a tellement pas beaucoup de jurisprudence à ce sujet-là que même moi, pendant que je le lisais, je me disais, mais là, il y a des choses qu'on pourrait maintenant soulever et justement, je pense que ton livre devient un incontournable d'ailleurs au niveau de la preuve à faire en procès. Et je pense que cet aspect-là doit être revu par les praticiens à la cour. Il faut arrêter d'accepter un courriel les yeux fermés. Dans un épisode passé de questions de preuve, j'ai parlé d'un dossier d'outrage au tribunal où un des témoins avait déposé en preuve un courriel. Et le courriel, son engagement était de déposer en preuve le courriel et le nom de ses destinataires. Et il avait retranché 2 ou 3 destinataires en faisant l'impression. Il a repris le courriel, il l'a retapé en Word, puis il a enlevé 2, 3. Et je veux dire, c'est très de base là, au niveau de falsifier quelque chose. De toute façon, la Cour n'est pas arrivée à la conclusion que cette personne-là avait commis un outrage au tribunal. Ceci dit, c'est très facile de le faire, comme tu dis, de faire des modifications. Et tu dis en même temps, si quelqu'un dépose un courriel papier, et là, ça faisait partie de la 2e section, là, un peu plus tard, je voulais en parler, mais on va le faire immédiatement. On a la fameuse présomption d'intégrité. Et moi, je dois dire que dans tout ce que j'ai lu dans ton texte et ce que j'ai lu de la loi, sans jamais avoir eu à plaider la présomption d'intégrité, je pense que c'est le plus gros problème de cette loi-là. Puisque, selon moi, ça va à l'encontre du Code de procédure civile, des normes de preuve standards, et l'histoire, et ça, Léo Ducharme en parle aussi, toi tu en parles aussi, l'histoire du fameux genre de renversement du fardeau de preuve quand tu déposes une preuve papier d'un document technologique. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler de la présomption d'intégrité? Je vais commencer par la conclusion. Vas-y. Il faut le scraper, cet article-là. L'article 7... équivalent, dans le code civil, c'est 28-40. Ouais. Il faut, comme dans les vieilles photos à l'époque de Staline, là, où il enlevait les photos de ses anciens collaborateurs, là, il faut faire comme si l'article 7 n'avait jamais existé. C'est une catastrophe. Alors, Benici contre Cloda, non, pas tout à fait la première fois, mais la première fois où des juges le font avec autant de force, disent que cette présomption ne vaut pas pour le document, mais vaut pour l'environnement. Ce qui est une différence majeure. En même temps, je sens que la Cour d'appel fait une gymnastique intellectuelle qui n'est pas nécessaire si la présomption n'existe pas. Ben, ils sont obligés de faire cette gymnastique parce que c'est remettre en cause un principe qui date du droit romain, encore une fois. La preuve incombe à celui qui prétend, actor incombit probatio. Je veux prouver quelque chose, et bien c'est à moi, comme représentant d'un client, là, de faire la preuve de cet élément-là. Là, si on comprenait, comme ça a été fait par des dizaines, je crains des vingtaines de décisions, qui disaient « Ah, ben il y a une présomption d'intégrité du document, donc j'ai pas besoin de prouver mon courriel. » On est en train de parler, de dire que les courriels sont hyper faciles à falsifier. C'est complètement ridicule pour qu'un document qui est hyper facile à falsifier, de lui donner en plus une présomption d'intégrité. Donc, ce qu'a voulu dire la loi, puis ça, pour la petite histoire, là, je pense l'avoir compris avec... j'habitais au centre de Montréal, je crois en 2002 ou 2003. Mon voisin du dessous avait participé à l'élaboration de la loi. Et c'est lui qui m'a expliqué cet article 7. Quand tu parlais d'hasard au début de... Hein? Quand tu parlais d'hasard. Ouais. Et je disais, mais c'est ridicule cet article-là, ça n'a aucun bon sens. Et il me dit, mais ouais, mais en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est comme un document papier. Quand tu veux prouver un document, un acte privé sur support papier, ben, tu ne veux pas prouver la qualité du coffre-fort dans lequel le document a été archivé.
Il me dit c'est la même idée qu'on voulait avoir. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, il faut toujours prouver l'intégrité du document, mais on n'a pas à prouver que l'environnement dans lequel le document est porté dispose de certains niveaux de qualité, de sécurité, qu'il y a un code qui permet d'accéder, même si ça peut être une preuve qui peut être utilisée, mais c'est pas nécessaire. Donc il y a une présomption sur la qualité d'environnement, mais par contre, écoute, c'est nul. Mais on a créé un nouveau, la Cour d'appel, et là, tu me permettras, je vais lire quelques passages, OK? Mais la Cour d'appel a créé le terme environnement. De toute pièce. L'article 7. Écoute, ma note en page 189, c'est existe-t-il ou non une présomption? Parce que l'arrêt de la Cour d'appel nous disait non, mais voici comment on lit l'article 9. L'article 7, pardon. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission du document n'établisse, par prépondérance de preuve, bon, ça va, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. Moi, avocat, qui lit l'article 7, c'est une présomption. Je tourne la page un peu plus loin. Dans l'arrêt Benisti, la Cour d'appel. Ainsi, l'article 7 ne crée pas de présomption d'intégrité du document. Où je me trompe? Non, à quel endroit j'ai tort de moi comme avocat si je suis avec un adversaire, un juge, peu importe personne a lu l'arrêt de la Cour d'appel parce qu'on passe par-dessus, parce qu'un procès est organique, je fais tout simplement dire j'ai une présomption. Ensuite de ça, une présomption d'intégrité. Donc on renverse le fardeau de la preuve et là on s'embarque dans une boucle infinie. Parce que l'autre, il dit non, moi, mon document, il est vrai, il est intègre, parce qu'on respecte les 7 éléments. Bon, il n'y en aura pas 7, parce qu'il n'est pas détruit, il n'est pas archivé, il n'est pas détruit. On respecte les 5 éléments du cycle de vie, et à cause, j'ai respecté les normes ISO. Admettons là, qu'on a quelqu'un qui est assez fort, ou c'est un dossier qui est assez important pour aller aussi loin que ça. Et là, on dit, toi, tu dis, c'est facile, on va scraper l'article 7. Mais l'article 7 existe. Et là, la Cour d'appel vient nous dire, on va créer un nouveau néologisme, tant qu'à moi, nouveau néologisme, désolé, qui vient nous dire non, c'est pas une présomption, c'est l'environnement maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a été obligé de faire ça? Et quel est le problème? Parce que les avocats, et les juges, on est pris sur la règle de la meilleure preuve, c'est ça? Oui. La règle de la meilleure preuve, en plus, qui est interprétée avec de plus en plus de souplesse. Mais qui vaut de moins en moins, puisque, de toute façon, on verra, la meilleure preuve, à un moment donné, c'est rendu l'impression d'un courriel qui a été déposé par le témoin qui est devant nous. Et puis, règle de la meilleure preuve, en plus, qui ne vaut que pour les écrits. Historiquement, ça ne vaut pas pour les éléments matériels, ça ne vaut pas pour les témoignages, qui peuvent être parfois écrits. Mais cette règle de la meilleure preuve ne vaut normalement que pour les différents types d'écrits prévus dans le Code civil. Alors, tu es parti par ma conclusion. Tu as commencé par la conclusion, je t'ai interrompu. Il n'y en a pas de présomption d'intégrité? Il n'y a pas d'intégrité du document. Il n'y a pas de présomption d'intégrité du document. C'est ce que dit Benisti avec beaucoup de justesse, me semble-t-il. Et pour la première fois, une cour le dit avec beaucoup d'affirmation. Il y aurait possiblement, et à mon avis, si on peut l'enlever, c'est encore mieux, mais il n'y a pas besoin de faire... il y a une présomption sur l'environnement. En tout cas, on ne veut pas présager de la qualité de l'environnement. Mais cet article 7 ne concerne que ce qu'il y a autour le document lui-même, mais par contre, il faut toujours prouver l'intégrité du document. Parce que dans ton livre, tu demeures poli. Présomption difficile à interpréter. Là, tu as une section qui s'appelle présomption difficile à interpréter. Ah, je dis, OK, bon, mais correct. Mais je finis en disant qu'il faut la scraper. Et voilà. Et ensuite, ça, la prochaine section, incompréhensible renversement du fardeau de la preuve. Niveau de la preuve inadéquat. Donc, tu augmentes tes doléances, finalement, face à cet article-là. Mais qu'est-ce que ça prend? S'il n'y a pas de contestation de l'intégrité, est-ce que c'est l'article 7 qui s'applique ou on fait juste simplement dire il est pas contesté, donc il doit être intègre?
Ah, ça c'est clair, mais ça a toujours été le cas. Si l'autre partie ne réagit pas, too bad, vous êtes pris avec le document qui a été présenté comme tel. OK, mais est-ce que c'est en application dans l'article 7? Parce Non. qu'on a une présomption? C'est juste parce que c'est pas contesté. Parce que c'est pas contesté, Okay. et c'est encore une fois la situation dans 99,99% des cas. Il n'y a pas un procès d'une envergure moyenne où il n'y a pas des liasses de courriels qui sont déposés en preuve. C'est pas juste SNC-Lavalin qui est concerné par les courriels, c'est tous les dossiers commerciaux d'envergure un peu importante. Dans l'immense majorité des cas, les courriels sont déposés et puis ça s'arrête là. Parce que les gens reconnaissent. Et puis parce que les gens sont globalement honnêtes, là, et n'ont pas falsifié les documents en tant que tels. Donc, dans ces cas-là, c'est même pas qu'il y a une présomption ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'y a pas de contestation de la partie adverse. Donc, et puis heureusement, parce que si on devait forcément prouver, comme vous disiez tout à l'heure, là, que tous les courriels ont été gérés avec une norme de pratique d'un certain niveau de diligence, ça viendrait à des coûts de justice qui n'ont pas vraiment besoin d'être augmentés encore. Là. Donc ça se justifie dans l'immense majorité des cas. Mais après, quand vous voyez un courriel que la personne n'a jamais écrit ou qui a été falsifié, évidemment, il y a une réaction qui va se faire de la partie adverse. Et puis ça, il y a, avec le numérique, comme je disais ailleurs, il y a une hausse des hypothèses parce que c'est tellement plus facile de falsifier qu'avant et ça crée des vocations. Ça crée des vocations. On va prendre une petite pause. Merci Vincent Gautret, auteur de La preuve technologique, 2e édition. Au retour, on va parler un petit peu de l'intelligibilité. Je voulais parler un petit peu des algorithmes informatiques, les supports, la signature, le témoignage, et on va se laisser sur le futur. Tout au programme. On revient pour la deuxième partie de l'épisode avec Vincent Gautret, auteur du livre La preuve technologique, 2e édition. On a fait le tour de documents d'authenticité, intégrité. On a fait le tour de la présomption de l'intégrité, du fait que l'article 7 doit être scrappé, puis c'est tes mots à toi. Hein? Je te laisse. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu d'intelligibilité et ça m'amène un peu à parler de technologie, hein, de cloud, d'algorithmes informatiques. Qu'est-ce qui est intelligible? On parle dans la loi mots, son, image. Mm-hmm. Ça, on est capable quand même de figurer ça. Qu'est-ce que ça prend pour démontrer l'intelligibilité? Je pense que s'il y a un mot qu'on devait associer à intelligibilité, puis je pense qu'il est dans l'article 3 ou 4 qui parle d'intelligibilité, c'est structuré. Je prends par exemple un document qui a été chiffré. Un document chiffré, on ne comprend rien. C'est l'objet du chiffrement. C'est devenu complètement inintelligible. C'est je disais, une des questions que j'avais, c'est, tu parles du chiffrement, moi je dis le code informatique. Est-ce que le code informatique est intelligible? Tout à fait. Parce que quand on utilise le bon format, le bon logiciel, là, ça devient lisible. Je prends un exemple, le code d'une capture d'écran. Quand on voit le code source, c'est totalement inintelligible. Mais quand on utilise le logiciel qui permet de lire aperçu ou PDF, etc., ça devient intelligent. Donc il y a une structure qui est associée à ça. L'intelligibilité, en fait, cette structure, en fait, elle est propre à tout langage. L'intelligibilité, c'est être capable d'être lu par un certain langage. Donc ça, c'est une notion, moi, qui m'apparaît assez transposable, assez future-proof, justement, là, pour prendre ton expression. Là. Je suis content que tu me dises ça, parce que moi, je me dis que le son, lorsqu'on l'écoute, c'est intelligible. Mais où le son est stocké ne l'est pas, alors que tu me dis non, tout à fait, t'as tort. C'est structuré, donc ça peut être lu par quelque chose, quelqu'un, ça peut être déchiffré. Est-ce que l'intelligibilité ne devrait pas être reconnue par le commun des mortels? Ça prend une expertise. Le son est stocké quelque part. Mm-hmm. Ce code-là, ça, c'est pas intelligible. C'est ce qui sort. Exactement. Un coup que c'est interprété. C'est là que j'ai un problème. C'est encore une différence entre le physique et le numérique. Quand on parle d'un document papier, on a besoin d'une information portée par un support. Pour le numérique, il y a une information portée par un support, mais il faut un logiciel, un format pour le comprendre, une technologie pour la comprendre. Un PDF, si vous n'avez pas Adobe, vous ne pouvez pas le lire. Il y a une relation binaire dans les documents physiques.
Il y a un support, le papier, où il y a un encre qui permet de permettre à l'information d'être portée. Il y a une relation forcément triangulaire avec le numérique, où on a une information, un support et un logiciel pour rendre le code inintelligible, et qu'il ne serait pas sans ça. Donc cette notion d'intelligibilité, dans l'article 3 de mémoire, est assez souple, encore une fois, pour s'appliquer à toutes les technologies de l'information qu'on a utilisées. Un autre exemple, j'ai un Google Home, on a Amazon Alexa ou quoi que ce soit, et je fais un mémo vocal. Et mon mémo vocal que j'enregistre sur Google, c'est ne pas oublier de donner 10 000 $ à Vincent demain matin. Mm-hmm. Il est stocké quelque part. Il m'appartient. Il est intelligible qu'à partir du moment où je reçois le lendemain mon reminder qui me dit que je dois donner 10 000 $ à Vincent Gautret. Est-ce que la loi va jusque-là? Est-ce que ça, c'est un document? Bien sûr. En l'occurrence, selon moi, ce serait assimilable, sous réserve à ce que le Code civil a appelé en 1994 l'élément matériel. C'est-à-dire un enregistrement audio-vidéo qui permet de constater une situation à un moment donné, qui permet à un juge de faire sa propre constatation. Je ne suis pas sûr, ou à moins que ce soit peut-être, il faudrait que je vérifie, mais une sorte de témoignage particulier. En l'occurrence, ce serait possiblement un aveu aussi, une forme de témoignage qui est encore une fois régulé. Donc, on est face à un document comme ça qui est porté sur un support, quel qu'il soit, que ce soit du cloud, peu importe. Puis le lieu d'appartenance, le lien d'appartenance n'est pas déterminant là-dedans. Okay. Mais on arrive toujours à la même double étape, c'est-à-dire il faut qualifier le document. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un type de témoignage selon 2832 ou est-ce que c'est un élément matériel? Et en deuxième étape, on évalue la force probante du document. Exactement ce qui s'est fait dans Benisti. Pour un enregistrement, on évalue la qualité de l'enregistrement et on évalue l'intelligibilité du document. Donc l'intelligibilité du document, en l'occurrence, ça va être quoi? Est-ce que c'est bien la voix d'Hugo? Okay. Est-ce que ça n'a pas été sorti du contexte? Donc il faut regarder comment le document a été confectionné, comment il a été archivé, et c'est le juge qui va évaluer tout ça. Pour revenir à Benisti, tu es d'accord avec les conclusions? Ouais. Okay. Ouais, c'était tout croche, la fabrication. Là, c'est le document, on ne sait même pas trop comment il a été créé. En l'occurrence, là, pour dire aux auditeurs, là, c'est des enregistrements d'appels téléphoniques qui ont été faits entre un client et son courtier financier. Donc, il n'est pas content des résultats du courtier. Donc, il enregistre les échanges téléphoniques qu'il a. Et on pense qu'il enregistre sur des vieilles cassettes vidéo, là, vous savez, là, quand on tourne... et puis après, il a remis possiblement sur un CD, mais puis il n'explique absolument pas comment le transfert a été fait d'un point à un autre. On ne sait absolument pas aussi s'il a picoré de trois passages et puis en oubliant d'autres. Donc on a trop peu de données sur comment le document a été confectionné. Justement, pour les auditeurs, d'ailleurs, toutes les références qu'on mentionne aujourd'hui, on les met sur le site web de Questions de preuve pour l'épisode 4. Moi, dans Benisti, mes notes que j'ai dans ton livre, il me semble que c'est beaucoup plus facile un CD qu'une cassette. Moi, c'est là où j'ai dit, voyons donc, le gars a fait la bonne chose. Il a enregistré avec un petit enregistreur, j'imagine, qui branchait sur son téléphone, qui était une cassette magnétique. Et il l'a remis sur un CD, puis j'ai eu l'impression que c'était, voyons donc, c'est pour le bénéfice de la cour qu'on fait ça. Juste dans le sens que c'est beaucoup plus facile, j'imagine, de lire un CD à ces années-là que... Puis je pense que c'est encore oui, mais d'un côté, il n'était pas capable de mémoire. Il n'était pas capable de redonner accès aux documents sources, au document original. Tu as tout à fait raison avec ça. Donc, il n'a pas été capable de prouver le cycle de vie. L'aspect de transfert du cycle de vie, puis ce qui est encore pire, c'est qu'il n'y avait pas l'aspect création, le premier élément du cycle de vie, l'aspect création, et il n'a jamais été capable de démontrer le processus de transfert. Ouais. Le cloud, Amazon Web Services, Google Cloud, peu importe ce que Microsoft nous offre, c'est un support comme un autre aux yeux de la loi. C'est un support comme un autre aux yeux de la loi. La seule chose, c'est qu'il y a des contrats qu'on accepte, notamment les services gratuits, où Google, Amazon s'octroient une licence d'utilisation de tous les contenus
alors de manière non exclusive, mais dans le contrat, là, que personne ne lit évidemment, il y a une possibilité pour Amazon d'utiliser le contenu pour des fins qu'elle souhaite. Non, mais de toute façon, les TOS, comme tu dis, Terms of Services, personne ne lit ça. Ouais. Et de toute façon, si on bénéficie d'un service gratuit, ben, il faut payer d'une certaine façon. Voilà, exactement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je voudrais me lancer la signature. Tu me dis, bon, ben, une signature, ça peut être soit le service Adobe PDF pour signer, mais il y a d'autres façons de signer un document numérique d'un contrat vidéo, faire un signe de la main pour confirmer on a une entente ou quoi que ce soit. Ça, c'est des choses qui pourraient rentrer dans le cadre de la preuve technologique de la loi. Tout à fait. La signature numérique, c'est facile. Je vais comparer la signature à la notion d'original. La notion d'original a été créée à peu près au Moyen-Âge, à l'époque où on faisait des copies à la main. Donc, les moines copistes copiaient la Bible. Et ben, je peux vous garantir que, dépendamment des moines, il y avait des versions très différentes. C'est pour ça qu'on a établi, en tant que commando contre civil, que l'original a plus de force que la copie. Mais maintenant, moi, le courriel, un fichier doc que je t'envoie par courriel, elle est où ? Il est où l'original ? J'ai aucune idée. Pourquoi je parle d'original ? Parce que la notion de signature est une notion beaucoup plus ancienne, et il existait des signatures au moment des civilisations babyloniennes, par exemple, où sur des plaques d'argile, vous aviez des scribes qui apposaient des tampons qui correspondaient à leur identité. Alors, c'était un support physique, c'est-à-dire que c'était des plaquettes d'argile qui devenaient intègres quand elles séchaient, parce qu'on ne pouvait plus les modifier. Et si on modifiait, ça cassait. C'est un super système pour respecter l'intégrité. Donc, on avait des signatures qui étaient bien avant la généralisation du papier, alors que l'original est une notion éminemment associée au papier. Et l'original technologique ne veut rien dire. Alors que signature numérique, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est deux fonctions. S'assurer de l'identité d'une personne et s'assurer que cette personne manifeste une intention. Ben ça, je peux très bien le faire par vidéo. On reconnaît notre identité, on peut même la proclamer. Je m'appelle Vincent Gautret, tu t'appelles Hugo Martin. Et là, ben oui, j'accepte de te vendre mon vélo pour 1 000 $. Et on fait un signe de main qui manifeste une intention réciproque. Ça me fait penser, moi j'adore le roi Romain, une des origines... Comme nous tous d'ailleurs. Une des origines du mot stipulation. On dit que les contrats stipulent, pas les lois, les lois stipulent, vient du latin stipulare qui voulait dire casser une paille. Casser une paille, c'est-à-dire qu'il y avait un acheteur et un vendeur qui tenaient une paille, et quand la paille était cassée, il y avait contrat. Et essayer de casser une paille quand il y en a un qui lâche, pas possible. Donc il fallait que les deux s'accordent et tiennent la paille de leur côté pour que le contrat se signifie. On pourrait avoir des équivalents dans le numérique. Donc maintenant, on peut avoir des signatures via un clic, via un échange de courriel, via nommez-les, la plainte de système. Mais ça, tu vois, ça m'éclaire beaucoup. La signature, pour moi, c'était ce qui démontrait quel était le document original. On peut avoir plein de versions. La version signée, c'est la version originale. Mais avec ce que tu me dis, ouais, non, il y a des adaptations à faire, tout à fait. Ouais, je pense que c'est important de mais signature originale, par exemple, il y a beaucoup de contrats de consommation qui exigent qu'une signature soit apposée. Mais on pourrait très bien imaginer, même en le mentionnant dans le contrat, le fait de cliquer sur « j'accepte » constitue le respect d'une signature. C'est ce qu'on appelle en langage juridique une convention sur la preuve, qui pourrait très bien être assimilée à une signature. Et les fonctions sont réalisées. L'identité de la personne, notamment via sa carte de crédit, peut être assurée. C'est une démarche active qu'on peut même renforcer. Pour renforcer sa signature, ben je dois taper mon nom. Mais moi, sur la signature, j'ai parlé de Benisti, où encore une fois, j'ai l'honneur d'être cité, mais je parlais d'un flop cette fois-ci. Mais non, c'est une affaire qui était allée à la cour d'appel, et avec Dominique Jarre, qui est bien connu aussi, on était allés faire une intervention relativement à un ticket de vitesse. Vous savez, maintenant, depuis quelques années, là, quand on reçoit les tickets, je pense que j'en ai un dans mon sac, c'est fait par une machine numérique où il y a déjà préenregistré le nom du policier, son code, etc. Et c'est nouveau, la compagnie de logiciels qui a fait pour la ville de Montréal, notamment, a omis, parce qu'il voulait un document 100% numérique, a omis l'espace qui était prévu pourtant dans le règlement de la signature.
Et donc, il y a eu un recours de Maître Lamoureux, pour ne pas citer, qui disait le document n'est pas valide parce qu'il y a une absence de signature. Et nous, on a fait une intervention pour dire les fonctions de la signature sont satisfaites. Parce que le registre, le nom permet d'identifier la personne. Et puis sur la manifestation de la volonté, là, on n'a aucun doute. Là, le policier qui vous tend le document papier, là, on n'a aucun doute de sa volonté de nous donner un ticket. Ouais. Et le juge, je crois, les juges sont basés sur... Ils ont dit qu'il faut la signature. Alors, ils sont allés dans notre sens, mais sont basés sur le dictionnaire, ce qui était un peu vexant quand même. Mais, pour dire qu'effectivement, l'absence de signature n'était pas, dans ce cas-ci, problématique. On a les supports, on a la signature, et là, on s'en va à procès. Et il y a quelqu'un qui arrive avec un document signé, et nous, les avocats, on dit, bon là, on va faire déposer ce document-là par la personne qui l'a signé. On a un témoin. Mm-hmm. Et là, on a une grosse section dans ton livre sur le témoignage. Mm-hmm. J'ai lu, peut-être l'an dernier, il y a un mouvement aux États-Unis pour faire des procès sans témoignage, sans témoin. Et on s'en va, Vincent Gautret, vers un monde où, de toute façon, on va communiquer à peu près tout ce qu'on fait par texto, par courriel ou quoi que ce soit. Les communications orales sont moins importantes. La mémoire est une faculté qui oublie. Notre souvenir est un peu différent, même si on ment. C'est pas un mensonge, on voit les choses un peu différemment ou quoi que ce soit. Alors qu'on a un texto, on a qui pourrait établir exactement le fil des événements. On pourrait même, à la limite, demander à Rogers, ce téléphone-là a été identifié à quel endroit. On peut voir où tu es allé dîner, avec qui tu as mangé, et tout ça. On pourrait tout figurer. Qu'en est-il du témoignage au niveau de la preuve technologique et où on s'en va avec les témoins? C'est une super question, alors, mais qui est compliquée, mais c'est une super question. Et j'essaierai de retrouver le lien, mais sur le site du CRDP, il y a un enregistrement audio d'une conférence qu'il y avait eu entre Claude Fabien, qui était prof en droit de la preuve à l'Université de Montréal. Que tu cites beaucoup d'ailleurs dans ton livre. Et Claude Marseille, qui est un plaideur incroyable, moi, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup écrit aussi, qui est un grand spécialiste de preuve. Et les deux étaient diamétralement opposés sur la place du témoignage. Claude Fabien disait « ça a plus d'allure, la durée des procès est beaucoup trop longue, il faudrait faciliter les témoignages écrits ». Il faut faciliter en fait que des déclarations puissent être faites par les personnes plutôt que les faire venir, ça coûte trop cher. Claude Fabien, lui, avait le point de vue de plaideur complètement opposé. Il disait non, la vérité, elle apparaît devant le juge. Genre la vraie nature des gens, elle apparaît quand ils sont dans le contexte très formel des juges. Donc c'est deux oppositions fondamentales qui existent et qui, à mon avis, c'est une question en termes d'accès à la justice là, qui est fondamentale. J'ai une tendance, plus ça va, à peut-être aller un peu de l'avant avec la position de Claude Fabien. Et donc, j'ai conscience de la capacité de faire révéler la vérité devant le juge, donc, mais je comprends aussi les arguments de Claude Fabien de dire, attends, avoir, même une petite affaire va nécessiter 7 jours de procès, c'est beaucoup trop lourd. La première question que tu me poses, c'est celle-là, et c'est vraiment une question d'administration de la justice beaucoup plus générale, qui est fondamentale. La deuxième question, c'est, alors là, on revient sur la preuve du document, c'est comment on va prouver le témoignage. Et généralement, ces témoignages-là, c'est des 28-32, c'est des autres écrits. Alors, pas des autres écrits faits dans le cours d'une activité d'entreprise, mais des autres écrits. Et 28-32, je pense que 28-32 dit que les autres écrits sont des documents écrits, mais qui tiennent mieux de témoignages. Donc, il y a une sorte de confusion déjà entre les deux. Et l'autre élément, c'est 28-35, je pense, qui dit que la preuve peut être faite par tout moyen. Donc, par tout moyen, on revient sur mon document écrit. Il va falloir que je prouve l'intégrité du document. Il faut que je prouve que c'est bien telle personne qui l'a dite. On revient sur les règles d'authenticité tout à l'heure. Ouais. Si on revoit 28-32, il faut revoir 28-36, il faut revoir 28-38, parce que le juge, dans son pouvoir d'interprétation, si on n'a pas démontré l'intégrité par prépondérance... C'est prépondérance, par tout moyen. Exactement. Et c'est là où le problème vient tellement alourdir un procès que moi aussi, j'ai un problème. C'est-à-dire qu'on pourrait régler très facilement tout ça en produisant un témoin qui viendrait juste nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Et en même temps, ce témoin-là pourrait contredire le document, encore une fois, pas l'écrit, le document, et on pourrait avoir un problème de force probante. Le témoin est nécessaire, mais le témoin est souvent un chaînon faible
Dans la preuve. Et puis c'est un témoin, c'est un chaînon qui coûte cher. C'est un chaînon qui demande du témoin judiciaire qui coûte très cher. Si j'ai une illustration à donner aux éditeurs, c'est l'arrêt Sécurité et Dérive, qu'on pourra citer aussi, qui était ma décision préférée avant Benisti. La Cour du Québec, jugement sol, je pense. Il me semble te Très voir bonne décision. quand les décisions sortent et au TOCRDP, puis tu donnes des high-five à tout le monde là, parce que la décision est sortie. Ouais. Mais j'ai dans le CANI, à chaque fois qu'il y a une décision qui parle de la loi, j'ai un petit tag, un petit flag qui apparaît. Et dans cette décision-là, c'est une compagnie qui demande à une autre compagnie de gardiennage de surveiller son chantier. Et elle envoie un courrier en disant, à partir de telle date, j'ai plus besoin de toi. La compagnie de gardiennage dit, j'ai jamais reçu le courriel. La partie qui a présenté juste le courriel imprimé s'est fait débouter par le juge dans la mesure où le juge lui dit, mais force-toi un peu. Un courriel imprimé, là, c'est pas assez. Et minimalement, pour reprendre ton argument, il lui a dit, fais venir le gars. Fais venir la personne qui a envoyé le courriel. Mais c'est encore un réflexe. Hein? C'est ça. Et ça n'a pas été fait. Donc, la preuve incombe à celui qui prétend. Tu m'envoies juste un courriel imprimé, c'est pas assez. Le futur. Est-ce que cette loi-là est future-proof? Encore une fois, j'ai l'impression de défendre cette loi-là, alors que, encore une fois, j'y suis pour rien dans sa rédaction. Là, mais une des volontés, affirmées de la part du législateur, c'était de s'assurer de cette fonction-là, que la loi soit future-proof, pour prendre ton expression. Donc, il y a une volonté proclamée de respecter cette qualité-là. J'ai tendance à croire, en lisant notamment l'article 1 alinéa 2 qui définit et qui liste que technologie d'information correspond notamment, et là il y a toute une série, qu'un système, et là je dis n'importe quoi, holographique pourrait être assimilé. Et j'ai moi-même dans mes notes l'holographie, tout à fait. Eh bien, on pourrait imaginer un contrat holographique où les représentations de nos êtres se serrer la main, comme je l'ai montré tout à l'heure, là, sur une vidéo. On pourrait... Alors après... en réalité virtuelle, un virtual room... On pourrait, à mon avis, s'assurer qu'il y a un document, c'est-à-dire une information portée sur un support. C'est une loi qui est bizarre, compliquée, parfois mal écrite, mais c'est une révolution profonde dans un domaine, le droit, qui est quand même un domaine de conservateur. Le droit est une science de la réaction. Tout à fait. On est toujours, comme avocate, avec un regard dans le rétroviseur. On est toujours basé sur une ancienne loi, sur une ancienne jurisprudence. Donc, par nature, on est des réactionnaires. Et là, on est en train de vivre, comme dit mon auteur favori, Michel Serres, face à une révolution dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Donc, c'est compliqué. C'est une transition qui, culturellement, va demander plusieurs décennies pour apprivoiser cette révolution-là. Et puis, il y a des étapes clés, et je pense que Benisti est une étape clé. Il y en aura besoin d'autres, mais dans le processus pour apprivoiser tant la loi que cette révolution factuelle. Avec encore une fois, un regard très circonspect de la part des civilistes purs et durs qui ont pas aimé ça d'ailleurs, que les technologues s'immiscent dans leur précaré, leur chasse gardée. Qu'est-ce qu'on souhaite à la loi? Je dirais, je pense qu'elle a besoin d'être repeinturée. Et comme vous arrivez dans une maison, là, au bout de 18 ans, là, c'est le temps de rafraîchir un petit peu les murs, mais il ne faut pas casser la structure. En dépit de défauts, moi je pense qu'il faut enlever certains irritants, dont 7, 28, 40. Ouais. Et puis reformuler au regard d'une jurisprudence quand même qui n'est pas totalement famélique, là, qui commence à être assez importante pour identifier les endroits où ça achoppe. Je pense que ce serait bien c'est ça, de lui donner un petit peu de fraîcheur, là, un petit peu de jeunesse. Elle va avoir 20 ans bientôt. Il est temps qu'elle devienne mature. Je connais quelqu'un qui connaît bien la loi, qui pourrait peut-être y penser un peu. Merci Vincent Gautret. Sur quoi tu travailles? En ce moment à Montréal, je t'en ai déjà parlé par un précédent podcast, intelligence artificielle nous occupe beaucoup. Alors, est-ce que par hasard, ça fait partie du sujet, mais est-ce que tu as contribué à la rédaction de la Déclaration de Montréal? Oui, j'étais directement impliqué. Okay.
j'étais l'un des avocats de service sur cette affaire-là. Okay, c'est un beau texte. C'est un texte qui est intéressant. Alors, il y a eu 2 versions. Moi, j'ai déjà dit aux ceux qui l'ont vraiment rédigé que je préférais la première à la deuxième, qui manque de juridicité. C'était un texte qui a été développé par les éthiciens. Ouais, mais c'est l'avocat qui parle. Et c'est l'avocat qui parle. Et maintenant, il va falloir concrètement, comment ça se fait. Et à mon avis, il va falloir qu'on développe des documentations pour s'assurer que en l'occurrence, les enjeux, c'est les biais volontaires ou involontaires qui sont faits par l'intelligence artificielle. Ouais. Il va falloir qu'on ouvre le capot et qu'on laisse des instances pour identifier les bugs potentiels que cette intelligence peut faire. Alain Lavoie nous dit que Montréal est un centre de l'intelligence artificielle. Je pense que tu vas avoir de l'ouvrage pour les prochaines années. C'est énorme. J'ai eu l'occasion de présider une conférence il y a 3 ans déjà, avec Joshua Bengio notamment, qui est une rockstar. Ouais. Donc, Joshua, c'est quelqu'un qui s'est fait offrir des ponts d'or pour aller dans le privé. Il a choisi Montréal. Et qui a choisi de rester à Montréal et à l'Université de Montréal. Mm-hmm. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Moi, je travaille en ce moment sur une demande de subvention, mais comme je l'ai dit au tout début, sans argent, on ne fait rien. Mais je suis en train de reconsidérer des moyens pour éviter, et je vais utiliser un terme poli, mais les foutus contrats que personne ne lit. Comment on pourrait faire dans certains domaines, notamment plus sensibles, pour s'assurer que des gens ont une meilleure compréhension des contenus, parce qu'actuellement, vous mettez dans un contrat une recette de sucre à la crème, mais il n'y a personne qui va le voir. Mais de toute façon, tout ce qui... Tu fais référence aux Terms of Services, là, les TOS? Et on est face à une situation où le droit ne fonctionne plus. Non, donc, tout à fait. Parce que la jurisprudence considère que libre et éclairé, dès que c'est mis dans un contrat de 40 pages, chaque correspond à l'article 1399, par exemple, du Code civil, ça ne marche plus. Non, mais les grands cabinets qui nous écoutent, tenez-vous le pour dit, Vincent Gautret cherche l'argent pour travailler là-dessus. C'est quelque chose qui pourrait venir. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, Vincent? Gautret.com. J'ai depuis plus de 20 ans mon nom de domaine. .com, pas pour commerce, mais pour communication. Moi, c'est là-dessus que je fais un état assez presque quotidien, en fait, via mon fil Twitter qui est intégré notamment. On va mettre tous les liens pertinents sur le site web de Questions de preuve. Et je tiens finalement, Vincent, à te remercier pour ta grande générosité, ton livre qui m'a éclairé beaucoup, puis je pense qu'il va éclairer aussi beaucoup de juristes, les praticiens surtout, qui offre beaucoup de théories, puis qui permet aux praticiens d'avancer la pratique du droit. Puis c'est exactement ce qu'on cherche au travers du podcast de Questions de preuve. J'adore la preuve. La preuve, c'est une technique qui peut être d'une utilité incroyable, puis qui est transversale, qui est dans tous les domaines du droit. Donc merci beaucoup, Hugo, pour cette opportunité de parler de mon petit bébé que j'aime bien. Là. Je vous remercie de votre attention. Le mot-clé de la semaine est intégrité. Ce sera nécessaire pour obtenir l'attestation de formation continue. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Tous les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com. Abonnez-vous à Questions de preuve sur iTunes, Google Podcast ou n'importe quel agrégateur de balado. À l'animation, réalisation et au montage, Hugo Martin. À l'audio, à l'édition et à la musique, René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Redouane. Le webmestre est Andrew Spiegel. À la recherche, la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media et rappelez-vous, tout est question de preuve.